Si tu t'arrêtes un instant pour observer avec froideur, tu te rendras compte que ton corps ne ment jamais. L'image que tu projettes, la façon dont tu occupes l'espace, la manière dont ton visage et tes gestes réagissent à la vie quotidienne, tout cela est une déclaration silencieuse de tes décisions quotidiennes. Ce n'est pas une question de génétique ni de chance. Ce que les autres voient est l'effet accumulé de ce que tu répètes. Tolère et laisse passer devant le miroir, et loin de lui. L'usure ne vient pas d'un coup, mais des habitudes automatiques, des petites négligences et des excuses qui deviennent routine jusqu'à ce que la présence s'éteigne et que la vitalité se fasse sentir absente. La plupart vivent ainsi, traînant leur corps comme si la fatigue était un mérite, justifiant le désordre comme s'il était inévitable. Mais, si tu as le courage de te regarder avec honnêteté, tu te rendras compte que la discipline se reflète avant les mots, que l'autocontrôle se remarque dans le regard, que la tempérance se lit dans la posture et que la négligence finit toujours par coûter cher. Le respect de soi se construit dans l'invisible, dans la somme de choix minimes qui semblent ne pas importer jusqu'à ce qu'ils changent tout. Personne ne viendra te sauver de tes propres habitudes. Si tu veux que le monde te perçoive différemment, tu devras commencer par cesser de vivre en automatique. Le corps est le journal de tes habitudes. Le changement n'attend pas, il ne demande pas non plus la permission. Observe vos habitudes sans excuse. La vérité est celle-ci. Vos habitudes vous trahissent et vous ne vous en rendez même pas compte. Peu importe ce que vous dites, ni les justifications que vous inventez pour vous sentir à l'aise. Si vos coutumes sont médiocres, votre présence sera médiocre, et c'est tout. Vous pouvez parler de potentiel, de bonnes intentions, mais la réalité s'impose chaque fois que vous marchez voûté, lorsque votre regard fuyant révèle de la fatigue et du désintérêt, lorsque votre corps transmet l'abandon bien avant que vous n'ouvriez la bouche. Voici la preuve, claire et brutale, de ce que vous êtes vraiment, pas de ce que vous prétendez être. Observez ce que vous faites chaque matin, chaque soir, chaque fois que vous vous laissez porter par le pilote automatique. Il ne s'agit pas de vous diaboliser, mais de voir sans filtre. Combien de fois avez-vous laissé passer le temps devant un écran? Avez-vous reporté les soins de base pour vous-même? Vous êtes-vous réfugié dans la plainte ou dans l'excuse facile? Chacun de ces actes est une décision, et la somme de ces décisions est votre présence, votre visage, votre posture, votre énergie. Vous n'êtes pas une victime de vos circonstances. Vous êtes le résultat de vos choix répétés. Cela vous dérange de l'entendre parce que personne ne veut admettre qu'il entraîne la faiblesse tous les jours, mais c'est le prix de l'honnêteté. Si vous n'avez pas le courage de regarder vos habitudes en face, alors vous n'avez pas le droit de vous plaindre de la façon dont les autres vous perçoivent. N'attendez pas de respect ni d'admiration lorsque vous ne montrez même pas de respect pour votre corps, votre repos, votre alimentation, votre attitude. Assez de glorifier la fatigue, de justifier le mauvais traitement silencieux que vous vous infligez avec chaque nuit mal dormie, avec chaque repas choisi par anxiété, avec chaque minute offerte au bruit superficiel des réseaux. Si vous voulez vraiment transformer votre présence, cessez de chercher des explications externes et commencez à enregistrer chaque acte quotidien sans anesthésie et sans embellissement. Le premier pas n'est pas de tout changer d'un coup, c'est de regarder avec brutalité, sans filtre, ce qui se passe déjà. Il ne s'agit pas de vous obséder avec la perfection ni de vous punir pour chaque chute. Il s'agit de cesser de vous mentir. Ce que vous niez vous domine, ce que vous observez, vous pouvez le transformer. La discipline n'est pas un don, c'est un muscle. Elle se renforce en regardant la réalité en face, sans faux-semblants, sans histoire. Le véritable changement commence au moment où vous êtes capable de vous reconnaître dans vos habitudes, sans excuses, sans raccourcis mentaux. Si vous refusez d'observer, vous répétez la dette encore et encore jusqu'à ce que votre présence devienne un fardeau pour vous et pour les autres. La transformation commence dans l'acte brutal de vous observer, sans justification, sans applaudissement. Personne ne va vous sauver de vos propres routines. Soit vous prenez le contrôle, soit vous continuez à payer le prix de l'inconscience. Ce que vous faites en privé se remarque en public. C'est la loi. 2. Ton corps révèle ce que tu répètes. Tu te lèves et ressens le poids sur les épaules, les paupières encore lourdes, le dos courbé sans même t'en rendre compte. Tu vas directement au téléphone, vérifiant les messages avec un pouls tendu. Et ta respiration n'est qu'un soupir superficiel.
Tu te regardes du coin de l'œil dans le reflet de l'écran éteint et le geste est le même qu'hier. Fatigué, distrait, presque absent. Ce petit rituel, si automatique, est la trace de ce que tu répètes chaque jour. Ce n'est pas seulement une posture physique, c'est la manifestation externe de ce que tu portes à l'intérieur, de la somme de tes choix et de tes renoncements. Le corps ne ment pas, il enregistre avec une précision chirurgicale chaque nuit mal dormie, chaque repas qui ne cherche qu'u à combler des vides, chaque pensée que tu choisis de laisser sans réponse. La tension dans la mâchoire lorsque tu tais ce qui te dérange, la rigidité des épaules chaque fois que tu fais le fort, le regard qui évite trop parce que tu crains de voir ce qu'il y a derrière. Le corps est l'archive de tes répétitions. Tu ne peux pas séparer ce que tu fais de ce que tu es. Il y a une inertie derrière les gestes quotidiens, une résistance subtile qui s'installe dans la façon dont tu marches, dans la manière dont tu t'assois, dans cet élan de vérifier ton téléphone pour ne pas rester seul avec tes pensées. La fatigue n'est pas seulement physique, elle est émotionnelle. La lassitude de ne pas te mettre de limites, de dire oui quand tu veux dire non, de céder du terrain à la paresse, à la plainte, au récit de victime. Le corps absorbe tout et finit par communiquer ta vérité aux autres avant même que tu prononces un mot. Si tu insistes pour alimenter des habitudes qui te drainent, le reflet sera inévitable. Tu te verras et te sentiras de plus en plus petit, plus terne, plus éloigné de ton propre respect. Le véritable conflit est interne. Ce n'est pas ta génétique, ni l'âge, ni les vêtements, ni le contexte. C'est la somme de tes répétitions silencieuses, celles qui te volent de la vitalité sans que tu ne t'en rendes compte. Certains attendent un changement dramatique, une révélation, mais la réalité est beaucoup plus simple. Chaque fois que tu répètes une habitude médiocre, tu entraînes ton corps à la résignation. Et chaque fois que tu choisis, ne serait-ce qu'une seule fois par jour, de redresser le dos, de regarder droit devant, de respirer profondément et d'agir en pleine conscience, tu inities une fracture dans ce cycle. Le corps apprend vite, tant la faiblesse que la force. Ton corps révèle ce que tu répètes, et les autres le perçoivent même avant toi. Si tu veux changer la perception, commence par changer la répétition. Il n'y a pas de raccourci, juste la constance de ce qui est simple. Ce que tu répètes te définit. 3. Corrige ta posture, change ton message. Je te confie quelque chose d'inconfortable. Parfois, même quand je sais que je devrais être droit, conscient de ma présence, je me recroqueville à nouveau comme si, au fond, je voulais me cacher du monde. Ce n'est pas de la paresse physique. C'est une sorte de réflexe accumulé. Comme si le corps apprenait à se protéger en baissant la garde, en voyant le mauvais message à tous, même à moi-même. La posture n'est pas seulement l'endroit où repose ta colonne, c'est le résultat final de milliers de petites décisions mentales que tu as laissées s'automatiser. Le véritable problème apparaît lorsque tu ne reconnais pas cet automatisme comme un choix, mais comme un fait inévitable de ta personnalité, comme s'il était hors de ton contrôle. Lorsque tu marches avec les épaules affaissées ou le regard baissé, ton corps communique avant toi le message de reddition, d'épuisement, que ta vie intérieure cède du terrain face au monde extérieur. Et même si tu t'efforces de parler avec assurance, même si tu prépares des discours ou essayes de convaincre, ta présence physique a déjà rendu le verdict bien avant. L'autoperception devient prophétie et les autres ne font que la confirmer. Changer la posture peut sembler une recommandation superficielle jusqu'à ce que tu comprennes à quel point cela affecte la perception que tu as de toi et celle que les autres reçoivent. Il ne s'agit pas seulement de santé physique ou de mieux paraître sur les photos. C'est une question de message, d'autorité interne, de respect de soi. Le corps est un canal de communication qui ne ment pas. Chaque fois que tu corriges ta posture, tu n'ajustes pas seulement des muscles, tu ajustes le message que tu envoies à ton environnement et à ton cerveau. Redresser le dos, détendre la mâchoire, ouvrir la poitrine, relever le regard. Ces gestes simples, répétés avec intention, désactivent peu à peu la narration silencieuse de la défaite. L'esprit associe la posture à l'état émotionnel et vice-versa. Si le corps se plie, l'esprit se rend. Si le corps s'affirme, l'esprit s'active.
Chaque ajustement conscient est une fracture dans l'automatisme de la résignation. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie et un entraînement mental. N'attends pas de te sentir sûr de toi pour corriger ta posture. C'est l'acte de la corriger qui entraîne la sécurité. Le respect commence par le corps que tu habites. Si tu choisis de laisser l'inertie décider de ta posture, ton message sera toujours celui de la faiblesse apprise. Mais si tu décides d'intervenir, même si cela te met mal à l'aise au début ou semble artificiel, tu commences à réécrire le scénario interne que tu as répété pendant des années. Le contrôle commence par ce qui semble le plus simple, la façon dont tu habites ton corps. Tu ne peux pas contrôler l'opinion de quiconque, mais tu peux contrôler le message que tu délivres avant de parler. La présence est message. Le corps crie ce que la bouche tait. 4. Respire profondément avant de réagir. Pense à un ressort comprimé à son maximum, tendu sous la surface et prêt à sauter. Ainsi, bien souvent, tu traverses la vie. Les épaules légèrement raides, les doigts serrant le téléphone, la mâchoire fermée jusqu'à laisser une marque. À l'extérieur, à peine un geste. À l'intérieur, l'accumulation de 1000 petites tensions que personne ne voit, mais que le corps enregistre et transmet comme un langage secret. Il suffit d'un mot, d'un commentaire déplacé, d'un message inattendu, et tout ce ressort interne se libère dans une réaction automatique. C'est le moment où tu cesses d'être présent et deviens simplement une réponse. Un reflet conditionné par la fatigue, l'anxiété ou les comptes émotionnels non réglés. L'air devient court, la respiration se contracte dans la poitrine et le pouls s'accélère sans que tu ne t'en rendes compte. À cet instant, le contrôle n'est plus à toi. Il appartient à l'habitude, à la réaction apprise, à cette dette nerveuse que tu ne payes jamais et qui se réclame toujours sous forme de mots que tu regrettes ensuite, de gestes brusques ou de silences chargés de ressentiment. Mais tout change dans le bref espace entre le stimulus et la réaction. Cette marge, bien qu'elle semble minime, est le seul terrain véritablement à toi. Ce que tu fais là détermine si tu deviens esclave de tes impulsions ou maître de ta présence. Respirer profondément avant de réagir n'est pas seulement une recommandation de manuel de développement personnel, c'est une fracture réelle dans le mécanisme de l'impulsivité. C'est l'acte, simple et concret, de reprendre le contrôle sur toi-même quand tout pousse à le perdre. Sens comment l'air entre par le nez, descend, remplit l'abdomen, se dilate dans la poitrine. Sens comment, en expirant, tu desserres le poing, relâches le cou, déverrouilles la mâchoire. Le monde peut être en feu autour de toi, mais ta respiration est l'encre qui te ramène au présent. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres disent ou font, mais tu peux décider comment répondre. Cette pause est un pouvoir. L'autocontrôle commence au diaphragme. Dans la pratique, tu le remarqueras dans les petites choses. Le courriel agressif auquel tu ne réponds pas immédiatement, la discussion familiale où tu choisis de contenir ta voix, le commentaire blessant que tu ne renvoies pas avec un autre du même acabit. Chaque fois que tu respires avant d'agir, le ressort perd de sa force, la réaction automatique s'affaiblit et ta présence se renforce. C'est là que se cultive la véritable tempérance, dans la maîtrise de ses propres réponses. Une respiration peut changer le cours d'une journée. Celui qui contrôle sa réaction contrôle son destin. La pause, bien que brève, est la différence entre ajouter de la tension ou libérer de l'espace pour une décision consciente. Personne ne remarque l'effort de l'extérieur, mais ton corps le remercie et ton environnement le perçoit. Le respect de soi se construit dans ces secondes d'oxygène et de silence. Respire profondément avant de réagir. C'est là que commence le véritable contrôle. 5. Choisis bien ce que tu consommes au quotidien. Tout ce que tu consommes te façonne, même si tu refuses de l'admettre. Tu n'es pas aussi fort que tu le crois si tu passes la journée à nourrir ta tête et ton corps avec des déchets, espérant que la discipline et la clarté fleurissent de nulle part. Chaque gorgée, chaque bouchée, chaque minute d'attention que tu offres à l'écran est un investissement direct dans ton avenir ou dans ta misère. Il n'y a pas de neutralité. Soit tu te construis, soit tu te détruis, décision après décision, choix après choix.
Arrête de te mentir en pensant que ces petits excès, ces séries interminables, cette nourriture choisie sur un coup de tête, cette information chargée de colère, ne laisse pas de traces. Ton système nerveux ne fait pas la différence entre ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu manges et ce que tu crois. Il absorbe tout et le transforme en matière première pour ton humeur, ton énergie, ton apparence et ton attitude. Si l'alimentation principale de tes journées est le drame des autres, la plainte numérique, le sucre facile, la comparaison toxique et l'information poubelle, ne t'attends pas à avoir de la lucidité ni de la force pour affronter ce qui compte. Voilà le piège. Tu veux des résultats différents, mais tu répètes un régime émotionnel et physique qui te rend juste plus faible. Ce que tu consommes en silence est ce qui t'affecte le plus. L'auto-tromperie préférée est de croire que tu peux compenser plus tard, qu'un week-end de désintoxication efface des semaines d'excès et de négligence. Ça ne fonctionne pas comme ça. Le corps et l'esprit sont comme un compte bancaire. Ils retirent et retirent jusqu'à ce que le découvert arrive. Et quand il faut payer, la facture est lourde. Fatigue, irritabilité, peau terne, regard perdu, énergie qui s'évapore avant midi. Si tu n'as pas la volonté de filtrer ce qui entre dans ton organisme et ta tête, ne te plains pas si ton reflet est une version médiocre de toi-même. La véritable discipline ne commence pas à la salle de sport ni dans la méditation, mais dans la brutalité de l'honnêteté en reconnaissant ce que tu laisses entrer dans ta vie et pourquoi. Chaque impulsion que tu suis sans questionner t'entraîne vers la faiblesse. Chaque fois que tu choisis la facilité, tu cèdes du terrain. Il ne s'agit pas de devenir obsédé, il s'agit de respect de soi. Personne ne va choisir à ta place. Personne ne va nettoyer le désordre intérieur que tu génères chaque jour. Si tu veux vraiment de la présence, de l'énergie et de la clarté, tu dois être implacable avec ce que tu consommes. Information, nourriture, images, conversation. Ce que tu laisses entrer définit ce que tu projettes. Ton filtre est ta frontière. Si tu ne le renforces pas, tout ce qui est extérieur t'envahit et te transforme en un reflet du pire de l'environnement. Choisis bien ou sois dévoré par ce que tu choisis mal. Ta présence commence par ce que tu permets de te nourrir. C'est la loi. 6. Prends soin de ton sommeil comme de ta parole. Personne qui néglige son sommeil ne peut feindre la présence ni l'autorité. C'est la vérité inconfortable. Tu peux tromper les autres un moment, mais ton corps finira par trahir la dette que tu accumules nuit après nuit de repos superficiel. Il n'y a pas de volonté qui puisse compenser l'épuisement d'un esprit fatigué ni d'un corps privé de réparation. La fatigue chronique ne se remarque pas seulement dans tes cernes ou dans la lourdeur de tes paupières, mais aussi dans l'irritabilité avec laquelle tu réponds, dans la dispersion qui trahit tes mots, dans l'absence d'éclat dans ton regard. Le sommeil est la base sur laquelle tout le reste se construit. Quand tu l'utilises comme monnaie d'échange, tu le payes avec ta clarté, ton énergie et ta capacité à tenir la parole que tu engages chaque jour. Beaucoup de gens croient que dormir peu est un insigne de force, comme si sacrifier le repos était une preuve d'engagement ou d'ambition. C'est un mensonge dangereux qui n'entraîne que la médiocrité. Celui qui ne respecte pas ses heures de sommeil finit par vivre dans un état de dette permanente. Tout coûte plus cher, tout irrite davantage, tout semble être une montée. L'esprit fatigué cherche des raccourcis, tombe plus facilement dans la plainte et l'auto-tromperie, perd la tempérance qui distingue celui qui gouverne sur lui-même. Quand tu ne prends pas soin de ton repos, ton caractère en souffre. L'autocontrôle s'affaiblit. La patience devient fragile et la capacité de bien choisir s'évapore. Ce n'est pas une question de dormir juste ce qu'il faut. C'est une question d'honorer le seul espace où le corps et l'esprit peuvent redémarrer et se recomposer pour affronter la journée avec dignité. Le sommeil est un acte de respect de soi, aussi sérieux que de tenir la parole que tu donnes. Négliger ton repos, c'est te trahir dans l'essentiel. C'est te dire que tu peux remettre à plus tard ce qui est urgent maintenant. Chaque nuit que tu offres à l'insomnie volontaire, à l'écran illuminé ou à l'inquiétude sans filtre, tu accumules une dette que ton corps réclamera inévitablement. Et cette réclamation va directement à ta présence. Visage terne, énergie dispersée,
regard vide. Celui qui dort mal vit à moitié, réagit au lieu de décider, survit au lieu de diriger. Il n'y a pas de transformation possible sans une base solide de repos. Tu veux clarté, force et contrôle sur tes émotions, mais tu te refuses le droit de te reposer. Là se trouve la contradiction qui sabote tout effort de changement réel. Le respect commence dans l'invisible, dans la discipline d'éteindre le monde extérieur pour permettre au corps et à l'esprit de se réparer. Prends soin de ton sommeil comme de ta parole. Ce que tu promets et ce que tu reposes sont la structure sur laquelle repose ton caractère. Si tu ne peux pas te soutenir dans ce qui est le plus simple, tu ne pourras pas non plus te soutenir dans ce qui est difficile. La discipline nocturne est l'entraînement secret du jour. Sans sommeil, il n'y a pas de présence. Sans présence, il n'y a pas de respect. 7. Modère ton temps devant les écrans. Tu vas à la cuisine avec le téléphone à la main, vérifiant les notifications presque par réflexe pendant que tu te sers un verre d'eau. Tu ne remarques même pas le geste. Le pouce glisse, tu ouvres un réseau, tu en fermes un autre, tu changes d'écran sans vraiment regarder. Quand tu t'en rends compte, 15 minutes se sont écoulées, debout, le regard perdu dans une succession interminable d'images et de messages qui ne t'apportent rien. L'eau est toujours là, tiède, et l'esprit est déjà saturé avant même de commencer la journée. C'est ce cycle invisible qui se répète encore et encore, de petites fuites d'attention qui, additionnées, finissent par drainer l'énergie, étourdir la pensée et brouiller la notion réelle du temps. Ce n'est pas seulement une question de loisir, c'est une érosion silencieuse de la présence, de la capacité à concentrer l'attention et à maintenir la discipline sur soi-même. L'utilisation excessive des écrans altère non seulement ton repos, mais déforme aussi la perception que tu as de toi, des autres et de la valeur même du quotidien. Il y a un mécanisme clair derrière cette compulsion à vérifier le téléphone. L'esprit recherche la gratification instantanée, la distraction facile et l'évasion face à tout léger inconfort ou ennui. Ainsi, tu entraînes sans le vouloir l'incapacité de tolérer le vide, d'être avec toi-même, de faire face à l'inconfort naturel de la vie sans un filtre numérique entre les deux. La conséquence est directe. Une moindre capacité de concentration, moins de tolérance à la frustration et une présence de plus en plus fragmentée. Quand tu ne peux pas rester 5 minutes sans vérifier l'écran, ton attention est hypothéquée et ton autocontrôle s'affaiblit. Chaque minute devant l'écran est une décision qui t'éloigne de la réalité palpable et entraîne ton esprit à la dispersion. Ce qui semble être un repos est, la plupart du temps, un entraînement à l'anxiété. Si tu te réveilles et que la première chose que tu cherches est le téléphone, si tu manges avec l'appareil à côté, si tu ne peux pas regarder une série sans vérifier des messages toutes les 10 minutes, alors tu es en train de cultiver une incapacité réelle à habiter le présent. Et cela transcende le numérique. La posture voûtée, les yeux fatigués, l'expression absente, sont la trace physique d'une habitude qui te vole ta vitalité. Personne ne respecte celui qui ne peut pas maintenir sa propre attention. La présence s'affaiblit lorsque le regard se perd dans l'écran. Il ne s'agit pas de diaboliser la technologie, mais de lui mettre des limites claires. Le contrôle ne réside pas dans le rejet du progrès, mais dans la décision de quand et comment tu t'exposes. Modère le temps, établis des fenêtres spécifiques et éteins les notifications qui n'entraînent que l'urgence et l'anxiété. Récupère l'espace mental qui t'appartient et utilise-le pour renforcer la présence. Être ici, maintenant, avec ceux qui sont devant toi ou avec toi-même, sans le besoin constant de stimulation externe. L'attention est la monnaie avec laquelle tu payes ta propre présence. Si tu la donnes sans filtre, tu perds le respect de soi et le contrôle sur ton énergie. Personne ne peut le faire à ta place. Ce que tu donnes à l'écran, tu le retires de ton caractère. Entraîne ton attention, récupère ton temps. La véritable maîtrise commence au doigt qui décide de ne pas glisser. 8. Maîtrisez vos gestes, maîtrisez votre présence. Parfois, je me retrouve dans des situations absurdes. Je me surprends à bouger mes mains avec nervosité au milieu d'une conversation, à toucher ma montre, à jouer avec mes clés, à croiser et décroiser les bras, comme si je cherchais une armure invisible. Ce qui est inconfortable, c'est de réaliser,
dans ce microseconde de lucidité que ces gestes ne sont pas le fruit du hasard, ils sont la trace physique d'une tension que je ne sais pas nommer, une anxiété muette qui s'infiltre par les doigts, les épaules, le regard. Personne ne me le dit à voix haute, mais je sens comment l'énergie dans la salle change, comment l'interlocuteur s'éloigne à peine, peut-être sans savoir pourquoi. Le corps ne négocie pas. Ce que vous ne traitez pas, il le traduit en petites fuites, en tics, en rigidité, en une présence qui semble se rétracter ou devenir agressive selon la charge interne. Assis devant une table, les doigts tambourinent sans permission, la jambe bouge toute seule, la mâchoire travaille en silence et l'expression faciale révèle plus de fatigue ou d'impatience que je ne voudrais montrer. C'est un langage que personne n'enseigne, mais que tout le monde comprend. Le respect se perd avant même d'ouvrir la bouche lorsque vos gestes sont ceux de quelqu'un qui ne se contrôle pas. La vérité, c'est que vous ne pouvez pas maîtriser votre présence si vos gestes vous trahissent à chaque instant. Le corps enregistre et reproduit tout. L'irritation non résolue se glisse dans un froncement de sourcils. L'insécurité se cache dans la manie de se toucher le visage. Le besoin d'approbation se remarque dans le sourire forcé ou dans le regard qui cherche insistant la réaction de l'autre. Chaque mouvement compte, même ceux qui semblent insignifiants. Lorsque vous entrez dans un lieu et que vos épaules s'avancent, lorsque vous parlez et que vos mains s'agitent sans direction, lorsque vous changez le poids d'un pied à l'autre, comme si vous vouliez fuir, tout le monde le perçoit. Personne n'a confiance en celui qui ne peut pas garder son corps calme. L'agitation physique est lue comme une faiblesse, comme un manque de contrôle, comme une fracture dans le caractère. La discipline se remarque dans le calme, dans la pose consciente, dans le geste intentionnel qui ne cherche pas d'approbation ni ne cache d'insécurité. La maîtrise commence dans le minimal, une respiration profonde, les épaules détendues, les mains posées calmement, le regard qui se maintient sans trembler. Vous n'avez pas besoin d'une formation en théâtre ni d'étudier le langage corporel pour comprendre cela. Il suffit d'observer ceux que vous respectez. Ils ont tendance à bouger peu, mais chaque geste est sûr, délibéré, transmet une présence. L'autocontrôle s'entraîne dans la répétition de ces petits détails. Choisir de ne pas se gratter la tête à chaque silence, maintenir le dos droit même lorsque l'esprit se distrait, soutenir le regard en parlant et en écoutant. Le corps apprend autant l'agitation que la fermeté, ce que vous répétez vous définit. Là où il y a contrôle des gestes, il y a autorité interne. Votre énergie cesse de se disperser et commence à graviter, à créer un espace de respect silencieux. Ainsi se construit la véritable présence. Geste après geste, jour après jour, jusqu'à ce que le corps ne trahisse plus le message. Contrôlez vos gestes et vous dominerez votre présence. Personne ne respecte celui qui ne sait pas se tenir lui-même. 9. Parle moins, transmet plus par des actes. Une machine rouillée n'a pas besoin d'annoncer sa détérioration. Chaque grincement, chaque retard, chaque réponse lente est déjà une confession. C'est ainsi que tu fonctionnes lorsque tu parles plus que tu n'agis, lorsque tu répètes des promesses et des théories, tandis que tes actes restent bloqués dans l'inertie. Le monde ne bouge pas à cause de tes mots, il bouge à cause de l'évidence brutale de ta conduite. Peu importe combien de fois tu expliques tes intentions, ni combien de plans tu déclares à haute voix. Ce que tu laisses réellement dans l'air, c'est la trace de tes décisions concrètes. Parler beaucoup est le mécanisme favori de celui qui craint de s'exposer vraiment. L'averbiage est la carapace de celui qui n'ose pas mettre son corps en jeu. À quoi sert l'éloquence si ce que tu offres est vide? Les gens sentent l'incohérence avant même que tu termines ta phrase. Il n'y a pas de respect pour celui qui vit à justifier son manque d'action, seulement de la patience épuisée et une distance croissante. Si tu veux une présence réelle, tais-toi avant d'expliquer ce que tu feras et mets-toi à le faire. Ton corps, tes horaires, tes gestes et ton énergie quotidienne sont le seul discours qui compte. Chaque minute que tu passes à te convaincre ou à convaincre les autres est une minute volée à la transformation. La discipline ne se prêche pas, elle se démontre.
Le respect de soi non plus ne se déclare pas. Il se construit dans chaque acte accompli en silence, dans chaque limite, que tu maintiens même si personne ne l'applaudit. Celui qui a besoin d'expliquer trop ce qu'il fait, c'est parce qu'au fond, il sait qu'il ne fait rien de pertinent. L'autorité se reconnaît dans la simplicité de celui qui agit et laisse les résultats parler. Ceux qui impactent vraiment ne perdent pas de temps à raconter, ni n'ornent chaque effort minime de mots grandiloquents. Ils se déplacent, ajustent, corrigeant et avancent, sans chercher des regards d'approbation. Le piège est dans l'auto-justification. Lorsque tu te surprends à parler plus que nécessaire, examine avec une brutalité honnête si tu compenses l'absence de fait. Le corps trahit le charlatan. Les épaules se haussent, le regard cherche de l'attention, le ton monte et descend en essayant de couvrir le vide de fond. Ne te trompe pas, personne ne se souvient des discours. Ils se souviennent de l'effet que ta conduite laisse sur l'environnement. La cohérence est le muscle le plus difficile à entraîner, car elle ne se construit que dans la répétition silencieuse des actes. Moins de mots, plus d'exemples. C'est la ligne de démarcation entre la médiocrité et le respect. Si tu veux laisser une empreinte, arrête de parler autant et fais ce que tu dois faire sans l'annoncer. Les mots sont superflus lorsque les faits pèsent. La présence est une action soutenue, pas un discours interminable. Ce que tu fais sans dire est ce qui transforme réellement ta vie et celle de ceux qui t'entourent. 10. Fais de la constance ton identité. Ce que tu répètes chaque jour finit par être ton vrai nom. Il n'y a pas de raccourci. La constance n'est pas une qualité optionnelle, c'est la structure invisible qui soutient ce que tu es, même quand personne ne regarde. À l'intérieur, tu sais que chaque petite décision s'accumule, que ce que tu choisis de tolérer une fois sera plus facile à justifier demain, et que chaque renoncement à l'important t'entraîne vers l'abandon déguisé en confort. Le problème, c'est que l'esprit cherche toujours des excuses. Il te dit qu'aujourd'hui est l'exception, que demain tu vas vraiment commencer, que ce n'est pas grave si tu relâches un peu. Ce dialogue interne, si séduisant et raisonnable, est le piège le plus ancien. Le mécanisme est subtil. Chaque fois que tu te permets un écart en sachant que cela va à l'encontre de ce que tu veux construire, ta confiance en toi s'érode, comme une petite dette qui semble insignifiante mais s'accumule jusqu'à devenir impayable. Derrière cette résistance à la constance se cache une croyance invisible, que l'effort soutenu est seulement pour ceux qui sont nés disciplinés et que tu manques de quelque chose d'essentiel. C'est un mensonge. Ce n'est pas un trait génétique, ni un privilège réservé à quelques-uns, c'est une pratique qui se cultive. Et au début, oui, ça fait mal. Parce que défier l'impulsion de renoncer exige de regarder en face tout ce que tu as permis de s'installer en mode automatique. L'inconfort est le prix à payer. Quand tu fais face à cette fatigue mentale qui te murmure d'arrêter, quand le corps demande le vieux refuge de l'évasion, c'est là que se joue ton identité. La constance n'est pas épique. C'est la somme de petites répétitions inconfortables, de choisir encore et encore ce que tu sais te construit même si personne ne l'applaudit. Le respect de soi se forge dans ces heures grises, où personne ne fait d'applaudissements, où il ne reste que ta parole et ta capacité à la maintenir. La réalité est que ce que tu fais par routine se transforme en la base de ta perception de toi-même. Si tu entraînes la constance, même dans les plus petites choses, la façon dont tu te lèves, la manière dont tu prends soin de ton corps, la limite que tu mets à ton temps, l'esprit commence à te croire. Chaque acte accompli est un investissement. Il ajoute du respect, renforce ton caractère, te donne une structure interne qui ne dépend ni de l'approbation ni de l'état d'esprit du jour. La discipline ne semble pas glorieuse, elle semble rude au début, mais avec le temps, elle devient un refuge, une source d'énergie qui n'a pas besoin de témoins. Celui qui répète renforce, celui qui improvise se perd. Fais de la constance ton identité et le monde cessera de te percevoir comme une coïncidence. Tu n'es pas ce que tu fais parfois, tu es ce que tu répètes sans abandonner. Ta parole n'a de valeur que si tu es capable de la maintenir quand personne ne te regarde. C'est la différence entre le respect et l'autocompassion. La constance n'est pas pour impressionner, c'est pour ne pas te trahir. Il y a quelque chose que personne ne veut admettre. Le prix de ne pas mettre de limites se paye en tranches quotidiennes d'anxiété, de fatigue et d'auto-trahison.
On nous a appris à être compréhensifs, à céder, à nous taire pour la paix ou par affection. Mais on nous a que rarement avertis du coût psychologique de s'habituer à avaler les mauvais traitements, le mensonge ou la manipulation, juste parce que celui qui les exerce est quelqu'un de proche. Le respect de soi n'est pas négociable, même pas par le sang ou par une histoire partagée. Il y a une ligne que, si tu permets aux autres de franchir, te fragmente de l'intérieur. Le stoïcisme le dit clairement. Ton esprit, ta dignité et ta volonté sont ton domaine. Et personne n'a le droit d'occuper ce territoire sans ton consentement. Tu n'es le bouet émotionnel de personne, ni le réceptacle des culpabilités des autres, ni le sac de frappe des frustrations d'autrui. Mettre des limites n'est pas de la cruauté, c'est de la justice envers soi-même. Et s'il faut élever des murs, on les élève. S'il faut perdre des liens, on les perd. Parce que porter des dynamiques toxiques est une dette intérieure qui ne mérite pas de continuer à croître. Il faut entraîner le filtre, détecter le mensonge déguisé en préoccupation, la compétition déguisée en blague, le contrôle enveloppé d'affection. Défendre ta paix est un acte de discipline, pas d'égoïsme. Personne ne va protéger ton bien-être si tu ne le fais pas d'abord. La dignité se défend, elle ne se mendie pas. Si cela fait mal de mettre des limites, il est encore pire de vivre sans elles. 1. Établis des limites claires sans exception. La vérité est celle-ci. Si tu ne mets pas de limites claires, tu deviens complice de ton propre épuisement. Il n'y a aucune excuse qui le justifie, ni amour, ni histoire partagée, ni peur de la réaction des autres. Laisser passer un manque de respect, même si c'est juste cette fois, est le premier paiement d'une dette qui se multiplie. Chaque exception que tu permets ouvre la porte à des exigences supplémentaires. Ce n'est pas une exagération, c'est le mécanisme réel par lequel l'abus et la manipulation se normalisent. Il faut cesser de se mentir en croyant qu'être flexible ou compréhensif évitera les conflits ou te fera plus apprécié. Les gens ne respectent pas ceux qui effacent leurs propres limites chaque fois que quelqu'un les franchit. Je te le dis sans détour. La tolérance infinie n'est pas une vertu, c'est une trahison de soi. Beaucoup se cachent derrière des phrases comme « c'est sa façon d'être »,« c'était sûrement sans le vouloir » ou « je ne veux pas créer de problème ». Mais qui paye le prix de ces silences? C'est toi, avec ta tranquillité, avec ton estime de soi, avec ce poids constant de sentir que tu donnes plus que tu ne reçois, que tu supportes ce que tu ne devrais pas supporter. La limite est inconfortable, car elle implique de dire « jusqu'ici », même si la voix tremble. Elle implique de supporter l'inconfort de la culpabilité imposée, des regards qui t'accusent d'exagération ou de froideur. Mais cet inconfort est le prix de la liberté intérieure. Personne ne défendra ta dignité à ta place. Si tu ne délimites pas ce qui est inacceptable, il y aura toujours quelqu'un prêt à le franchir. Ne confonds pas compassion et soumission. Il n'est pas noble de sacrifier ton bien-être pour maintenir des liens qui t'épuisent. Mettre des limites est un filtre qui révèle qui te respecte vraiment et qui se contente de profiter de ta peur du conflit. Si quelqu'un est offensé par ce que tu t'affirmes, cette relation était déjà déséquilibrée depuis longtemps. Les justifications émotionnelles sont le piège parfait pour continuer à supporter l'intolérable. Mais la réalité est simple. Ce que tu permets une fois, tu le signes pour toujours. Le respect s'exige, il ne se mendie pas. Ne te laisse pas tromper en croyant que le temps arrangera les choses. Reporter la limite ne fait qu'étendre l'épuisement. Personne ne change parce que tu t'adaptes davantage. Il faut apprendre à dire non et à maintenir ce non même si la pression augmente. La dignité ne se négocie pas. Chaque fois que tu cèdes, des parties de toi se fragmentent et la reconstruction coûte plus cher. La ligne emblématique ici est claire. Cède une fois et tu perdras 10 fois. Il n'y a pas de santé mentale possible dans l'auto-anéantissement. La limite est ton bouclier, pas ta prison. Ne justifie pas la malhonnêteté répétée. Tu vas chez quelqu'un de proche, tu dînes avec la famille, les conversations coulent entre rires et commentaires inoffensifs, mais tout à coup, tu remarques une histoire racontée à moitié, un détail omis,
une version différente de celle que l'on t'a donnée la semaine dernière. Ce n'est pas la première fois. Parfois, c'est un petit détail, d'autres fois, c'est une question importante. Mais la réaction automatique est de minimiser, de te convaincre que ce n'est pas si grave, que peut-être tu as mal compris ou que n'importe qui peut se tromper. C'est ainsi que commence le mécanisme. Ton esprit cherche des raisons pour adoucir l'inconfort, pour éviter le conflit de confronter quelqu'un que tu apprécies. Intérieurement, la négociation commence. Je ne veux pas avoir l'air paranoïaque, mieux vaut ne pas en faire tout un drame, c'était sûrement pour une bonne raison. C'est là que tu te pièges. Chaque fois que tu justifies un mensonge répété, même avec des excuses bienveillantes, ton cerveau normalise la tromperie et entraîne ta tolérance à la trahison. La confiance, qui devrait être un pilier, devient un pari incertain. L'anxiété surgit de ne pas savoir quand quelque chose sera vrai et quand ce ne sera qu'une version commode. Le coup psychologique est réel, la vigilance constante commence, l'analyse des mots et des gestes, le poids de sentir que rien n'est vraiment solide. La malhonnêteté répétée n'est pas un accident, c'est un choix. Celui qui ment une fois peut se tromper. Celui qui le fait plusieurs fois montre un schéma. Et ce schéma ne se brise pas parce que tu cherches des explications, mais parce que tu décides de ne plus l'accepter. L'autotromperie ici est le pire ennemi. Tu te dis que c'est pour éviter le drame, pour protéger le lien, mais en réalité, tu te protèges simplement de la douleur d'accepter que quelqu'un de proche te déçoit. Il est plus confortable de penser que tu exagères, que tout a une raison cachée, que personne n'est parfait. Mais ce filtre déforme ta perception et affaiblit ton estime de soi. Maintenir une relation où l'honnêteté est optionnelle est un investissement émotionnel qui entraîne des pertes. La tranquillité ne peut pas coexister avec le doute constant. Demande-toi combien d'énergie tu dépenses à revoir des conversations, à rassembler des pièces pour comprendre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Cet investissement de temps et de santé mentale devient une dette impossible à rembourser. Tu n'es pas obligé de tolérer la tromperie ni de la justifier pour préserver l'harmonie. Si tu cèdes ici, tu t'habitues à vivre sur un terrain instable. La vérité. Celui qui te respecte ne te cache rien. L'honnêteté est le sol solide de toute relation authentique. Ne te rabaisse pas à accepter moins. Défendre ta paix n'est pas de l'égoïsme, c'est une survie psychologique. Ligne iconique. Le mensonge répété est une fracture dans le caractère de celui qui le tolère. Il faut choisir l'inconfort de la vérité plutôt que le faux réconfort d'une relation basée sur des mensonges. Si tu dois justifier l'injustifiable, tu as déjà perdu trop. 3. Évalue ton temps, exige de la réciprocité. Parfois, je ressens une gêne si précise qu'elle ressemble à une confession embarrassante. Il y a des moments où je remarque, presque comme une alarme interne, que je consacre mes heures, mes idées et même mon énergie émotionnelle à des personnes qui à peine le remarquent. Et ce n'est pas de la colère, c'est un mélange amer de conscience et de résignation. Comme si je payais des factures avec du temps que je ne vais jamais récupérer. Il est facile de se tromper en croyant que la générosité est toujours une vertu, que céder de l'espace, de l'attention et de la disponibilité est un signe de maturité émotionnelle. Mais c'est l'une des tromperies les plus coûteuses de la vie adulte. La réalité est que le temps que tu donnes à quelqu'un est un investissement, et quand il n'y a pas de réciprocité, ce qui semble être un don se transforme en abandon de soi. Ici, je ne parle pas seulement de relations amoureuses, je parle d'amitié, de famille, même de ces engagements sociaux où tu donnes et donnes, espérant qu'un jour l'équilibre viendra simplement par logique. Mais l'équilibre n'est pas automatique. La réciprocité n'est pas une récompense pour un bon comportement, elle doit être exigée clairement et maintenue avec cohérence. Lorsque tu permets qu'on te confonde avec une ressource inépuisable, tu commences à remarquer les symptômes. Réponse tardive, plan où tu es toujours l'option de dernier recours, conversation où tes problèmes occupent la dernière place. Le mécanisme est subtil, mais il t'entraîne à accepter moins que ce que tu mérites. Cet entraînement mental est dangereux. Une fois que tu t'habitues à ce que ton temps vaut moins, le reste se contamine de la même manière. L'estime de soi baisse, la patience s'épuise, et tu finis par sentir que demander de la réciprocité est demander trop. Mais voici la ligne emblématique. Le temps que tu offres ne revient pas et n'est pas remercié. Il faut accepter que tout le monde n'évalue pas de la même manière.
Et exiger de la réciprocité n'est pas de l'égoïsme, c'est une justice basique. Chaque fois que tu cèdes ton attention à ceux qui ne la méritent pas, tu renforces un schéma de déséquilibre qui ne fait qu'augmenter. Il ne s'agit pas de compter les minutes, ni de chercher une symétrie mathématique, mais d'observer si la monnaie d'échange est le respect et la présence, pas l'habitude ni l'obligation. La stratégie ici est de cesser de justifier le déséquilibre avec des explications compatissantes. Il ne s'agit pas de devenir calculateur, mais de reconnaître que ton temps est limité et que le donner sans critères clairs, c'est permettre aux autres de le mépriser. Le respect de son propre temps est un filtre. Celui qui ne l'évalue pas, n'évalue pas non plus ton essence. La réciprocité n'est pas une exigence capricieuse, c'est la base de tout lien sain. Lorsque tu t'habitues à donner trop et à recevoir trop peu, l'épuisement devient une routine et la frustration une norme. C'est pourquoi la décision la plus difficile et la plus libératrice est de commencer à choisir avec qui et pourquoi tu investis tes minutes. Ligne emblématique. Évalue ton temps et les autres le feront, ou tu perdras tout. Tu n'as pas à donner d'explication pour protéger ton énergie. Le respect commence par la façon dont tu gères ta propre vie, et exiger de la réciprocité est la manière la plus convaincante de préserver ta dignité. 4. Le respect de soi est non négociable. Il y a une sensation aussi physique que mentale lorsque vous manquez de respect envers vous-même. C'est comme enfiler une chemise qui n'est pas à votre taille, sentir chaque couture vous serrer et ne pas pouvoir l'enlever, parce que, d'une manière absurde, vous croyez que c'est votre seule option. Dans le miroir, vous ne remarquez pas la différence immédiatement, mais les gestes se tendent. La main qui hésite avant de se défendre, le dos qui se courbe un peu plus chaque jour, le regard qui évite le contact lorsque quelqu'un franchit la ligne. C'est un processus silencieux, mais évident, comme voir la peinture d'un mur s'écailler peu à peu sans oser la repeindre. Le respect de soi n'est pas un accessoire, ni un vêtement que vous pouvez changer selon le climat. C'est le seul véritable manteau contre le froid de l'indifférence des autres et de l'auto-anéantissement. Certains croient que céder de petites parties d'eux-mêmes, laisser passer le commentaire blessant ou accepter le traitement inégal est une façon d'être mature, de prouver qu'ils peuvent tout supporter. Mais, en pratique, chacune de ces minutes de trahison de soi s'imprime dans le corps. Épaules affaissées, un nœud dans l'estomac, insomnie persistante. Cela se remarque dans les silences forcés à la table familiale, dans le rire fin lorsque quelqu'un vous rabaisse en déguisant l'attaque en blague, dans la fatigue qui ne disparaît pas même après des heures de sommeil. Ce n'est pas un hasard si les personnes qui posent des limites claires dégagent une présence différente, presque palpable. Elles ne parlent pas plus fort, elles ne s'imposent pas par la force. On le remarque dans leur façon d'être, dans la manière dont elles s'asseyent sans se recroqueviller, dans la voix ferme, même si elles disent peu de mots. La dignité se voit dans des détails minimes. Elles ne baissent pas le regard, elles ne se justifient pas sans raison, elles ne demandent pas la permission d'exister. C'est un langage corporel et mental qui dit « Ici, c'est ma limite ». Et ce message est impossible à négocier, car celui qui essaye se heurte, inévitablement, à une barrière réelle. Le respect de soi est la ligne qui n'admet ni remise ni marchandage. Permettre aux autres de décider combien vous valez est le pire marché que vous puissiez accepter. Personne ne va vous rendre le temps, l'énergie, ni l'identité que vous offrez par peur du conflit. La vie se résume, bien souvent, à une séquence de choix inconfortables. Mais aucun choix n'est aussi coûteux que de renoncer à soi-même pour plaire ou appartenir. Ici, la ligne emblématique est simple. Le respect de soi est une frontière, pas une porte tournante. Vous n'avez pas à réexpliquer à quiconque pourquoi vous prenez soin de vous, pourquoi vous ne tolérez pas ce qui vous fait du mal, pourquoi vous choisissez le silence plutôt que l'humiliation. La liberté commence le jour où vous décidez de ne pas négocier votre valeur avec qui que ce soit. Et cette décision se manifeste dans de petits actes. Dire non, s'écarter à temps,
rester ferme lorsque l'on essaye de vous façonner selon leur manque. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la santé mentale. Celui qui se respecte ne demande pas la permission d'être en paix. Il la défend simplement, une décision à la fois. 5. Ne tolère aucune forme de violence. La violence, sous n'importe quelle forme, est une ligne qui ne se négocie pas. Peu importe si elle se camoufle derrière des blagues lourdes, des sarcasmes blessants, des cris déguisés en inquiétude, des silences punitifs ou des gestes qui te font te sentir inférieur. Il n'y a pas de nuance acceptable ni d'excuse valable. Tolérer l'intolérable, c'est ouvrir la porte à une dégradation progressive de ta dignité. Celui qui élève la voix pour s'imposer, qui te presse avec des menaces voilées, qui manipule ta peur, qui utilise la force physique ou émotionnelle pour te plier, franchit une limite que tu dois défendre de toutes tes forces, même si cela signifie rester seul ou rompre une histoire entière. Ne te trompe pas. Justifier la violence parce qu'il ne sait pas se contrôler, parce qu'il a été éduqué ainsi ou parce qu'il regrette ensuite, est une trahison envers toi-même. Tu n'es pas responsable de guérir la violence des autres ni de la supporter en espérant qu'un jour elle disparaisse. Si quelqu'un a besoin de t'humilier pour se sentir fort, ce que tu as devant toi est un abusé, pas une victime de son propre caractère. Le problème, c'est que l'habitude anesthésie. Tu t'adaptes au mauvais traitement, tu t'entraînes à supporter les cris comme s'ils faisaient partie de la vie, tu normalises les insultes comme s'il s'agissait de disputes normales, tu apprends à lire les signaux pour ne pas provoquer la prochaine explosion. C'est le piège le plus pervers. Tu t'habitues à l'inconfort, tu te convaincs que tu exagères, que tu devrais être plus patient, que partout, il y a des problèmes. Mais le corps ne ment pas. Les tremblements, l'insomnie, la peur de parler, la tension constante dans la mâchoire, le désir de disparaître pendant un conflit, sont des signes clairs que ton esprit paye un prix trop élevé. Il n'existe aucun amour ni loyauté qui justifie le sacrifice de ta tranquillité de base. Si tu restes, c'est parce que tu préfères la prévisibilité de la douleur, connue à l'incertitude de mettre fin à tout cela. Cette décision est une auto-agression silencieuse, qui s'accumule et, avec le temps, te fragmente. Assez de disculper le violent. Assez de penser que supporter est un signe de force morale. Supporter la violence ne te rend pas noble, cela te rend complice de ta propre dégradation. Si tu dois ajuster ton comportement pour ne pas provoquer, si tu mesures tes mots pour éviter les explosions, si tu sens que tu n'as pas le droit de te défendre, alors tous les limites ont déjà été franchies. Phrase emblématique. Tu tolères la violence une fois, et tu t'habitues à capituler. La violence n'est pas une preuve d'amour ni une étape qui passera. C'est un poison qui ronge l'estime de soi et détruit l'identité. Tu ne dois ni compréhension ni patience à celui qui te fait du mal. La limite doit être immédiate, inébranlable et visible. Si tu ne prends pas soin de toi, personne ne le fera. Défendre ton intégrité n'est pas un acte d'égoïsme, c'est ton obligation primaire. Ici, il n'y a pas de demi-mesure. Tu te respectes ou tu te perds. 6. Protège ta santé mentale de l'épuisement. La dure vérité est celle-ci. Si tu ne prends pas soin de ta santé mentale avec la même détermination que celle que tu mets à préserver ton intégrité physique, tu finiras par payer des factures émotionnelles que personne d'autre ne réglera pour toi. Peu importe combien tu t'efforces de t'adapter ou d'essayer de plaire aux autres. Si le prix à payer est de te sentir vidé, confus, épuisé ou constamment anxieux, le coût est trop élevé. Il existe un épuisement qui n'est pas visible, mais qui opère silencieusement, comme une fuite constante d'énergie qui te rend de plus en plus vulnérable. La plupart des gens s'habituent si rapidement à cette fatigue mentale qu'ils en viennent à penser que c'est une partie inévitable de la vie adulte. Mais c'est de l'auto-tromperie. L'épuisement psychologique a des symptômes clairs. Tu perds la capacité de profiter, tu deviens irritable sans raison, tu as du mal à te concentrer, une apathie s'installe qui ne se résout ni avec du repos, ni avec des distractions. Tu commences à vivre en mode automatique, comme si tu devais demander la permission de te sentir en paix. Le plus toxique dans ce mécanisme, c'est qu'il se nourrit de croyances profondément ancrées.
L'idée que tu dois tenir bon pour les enfants, pour le partenaire, pour la famille, pour le travail. La fantaisie que c'est égoïste de te prioriser ou que c'est immature de ne pas supporter les gens difficiles. Mais protéger ta santé mentale n'est pas un luxe, c'est un besoin biologique et moral. Le cerveau ne résiste pas à une exposition chronique à l'abus, à la manipulation ou au stress relationnel sans conséquence. Tu te fragmentes, tu perds ta clarté, tu deviens une autre version de toi-même que tu reconnais à peine. Si tu ignores l'épuisement, tu deviens ton propre ennemi. C'est la ligne que personne ne veut accepter. Car cela implique de prendre ses responsabilités et de cesser d'attendre que l'environnement change tout seul. Le point critique se situe au moment où tu normalises le fait de te sentir mal. Quand tu cesses de te demander si tu mérites d'être tranquille, quand tu te résignes à vivre avec le nœud dans la gorge ou la pression dans la poitrine, il n'y a plus d'excuses. Tu as laissé l'épuisement envahir ta vie. Prendre soin de ta santé mentale commence par l'acte inconfortable mais vital de dire « Cela me fait du mal et je ne l'accepte plus ». Tu n'as pas besoin de justifier ni de demander la permission pour te protéger de l'environnement qui t'épuise. Changer implique de l'inconfort, mais cet inconfort est le seul chemin vers la guérison. Cesse de t'anesthésier avec l'habitude de tolérer l'intolérable. Ta paix n'est pas négociable. La santé mentale ne se mendie pas, elle se défend. C'est la ligne qui sépare la vie vécue dans la dignité de l'existence réduite à survivre. Le reste n'est qu'un épuisement accumulé et la facture arrive toujours. 7. Ne permets pas la manipulation émotionnelle. T'es en plein milieu d'une conversation familiale ou de couple et soudain, tu remarques comment le ton change, comment l'autre personne commence à te rappeler tout ce qu'elle a fait pour toi, combien elle a renoncé ou à quel point elle se sent mal si tu ne réponds pas à ses attentes. Il n'y a pas de cri. Pas d'insulte, juste une pression silencieuse, un discours soigneusement élaboré pour te faire sentir que céder est la bonne chose à faire, que dire non est être insensible ou ingrat. Cette scène, si commune et si subtile, est la base de la manipulation émotionnelle. Un mécanisme où la culpabilité, l'obligation ou la peur deviennent des outils pour altérer tes décisions. La manipulation n'a pas besoin de scandale, elle se nourrit de petites concessions, de ces moments où tu acceptes quelque chose, parce que tu sens que, si tu ne le fais pas, tu deviens le méchant de l'histoire. Et lorsque ce schéma se répète, ta volonté commence à se détériorer. Tu doutes de ton jugement, tu ajustes tes désirs pour éviter le malaise des autres, et tu finis par vivre avec la sensation que tes choix ne t'appartiennent plus vraiment. Le processus est systématique et prévisible. D'abord, quelqu'un identifie ton point faible. Ta tendance à éviter les conflits, ton besoin d'approbation, ta peur de décevoir. Ensuite, il fait appel à des souvenirs, des promesses, des sacrifices ou même des maladies pour installer l'idée que tu as une dette morale ou affective impossible à régler. Le message n'est jamais direct. Il se camoufle dans des phrases comme « Après tout ce que j'ai fait pour toi », ça me fait mal que tu ne penses pas à moi, ou si quelque chose m'arrive, ce sera de ta faute. Ainsi, tu te retrouves piégé dans un réseau d'obligations invisibles où l'affection est utilisée comme monnaie d'échange. Cette manipulation est particulièrement dangereuse car elle ne fait pas appel à la logique, mais à ton instinct le plus profond d'appartenance et de culpabilité. Le résultat, tu acceptes des plans que tu ne veux pas, tu renonces à ton temps, tu remets tes objectifs à plus tard. Tout cela pour ne pas avoir à porter le poids de faire sentir mal l'autre. Mais ce prix est trop élevé. Phrase emblématique. La culpabilité des autres n'est pas ta responsabilité. Les conséquences ne tardent pas à apparaître. Tu commences à te méfier de tes propres désirs, tu deviens expert dans l'anticipation des réactions et parfois tu te surprends à justifier l'injustifiable. La manipulation émotionnelle affaiblit l'identité et laisse une empreinte durable. Il est beaucoup plus difficile de dire non. Tu te sens égoïste chaque fois que tu priorises ton bien-être et tu tombes dans le piège de penser que ta valeur dépend de combien tu cèdes. Ici, il faut être très clair. Aucune relation saine ne se construit sur la base de la culpabilité ou du chantage affectif.
La première étape est d'identifier le jeu, de comprendre que tu n'as pas à payer avec ta tranquillité pour maintenir l'équilibre de l'autre. Tu n'es pas responsable du bonheur des autres, est une règle à se tatouer mentalement. Rompre le cycle implique de supporter l'inconfort de décevoir, d'être accusé de froideur ou de distance. Mais cet inconfort est préférable à vivre dans une dette émotionnelle permanente. Le respect de soi se défend, il ne se négocie pas. La manipulation ne prospère que là où il y a peur de perdre. Si tu ne te perds pas toi-même, rien ne peut vraiment te être retiré. 8. Rejette les comparaisons blessantes. Je confesse qu'il m'arrive parfois de remarquer comment, au milieu d'une conversation apparemment innocente, quelqu'un lance une comparaison comme on laisse tomber une pierre dans un lac tranquille. Le geste est minime, un sourcil qui se lève, un commentaire déguisé en conseil, le simple fait de mentionner qu'un tel a réussi plus vite, qu'une autre est plus patient, que quelqu'un d'autre sait vraiment ce qu'il fait. Ce n'est pas seulement ce qu'ils disent, c'est comment ils le disent. La pause subtile avant de lâcher le nom, le regard qui reste une seconde de trop en attendant ta réaction, le ton qui se cache derrière la fausse admiration. Tu ressens, presque physiquement, cette petite descente dans la poitrine, une pression qui t'oblige à redresser le dos ou à froncer les sourcils pour ne pas laisser transparaître l'inconfort. C'est un mécanisme que tu connais. On te compare, on t'évalue sans demander la permission, et la blessure ne tarde pas à apparaître. Peu importe combien de fois tu te répètes que cela ne t'affecte pas, cela fait encore mal parce qu'au fond, la comparaison touche la fibre la plus vulnérable. Le sentiment de ne pas être à la hauteur. Les comparaisons blessantes ne sont pas des accidents, ce sont des outils précis pour façonner ton estime de soi selon les attentes des autres. Cela peut être à la table familiale quand on mentionne les réussites du cousin, au travail quand on loue le collègue qui performera sous pression, ou dans le couple quand surgit le fantôme des amours passés. C'est un entraînement silencieux. Tu t'habitues à mesurer tes pas avec la règle des autres, à traduire leurs éloges en rappel de tes prétendues lacunes. Le dommage est concret, pas abstrait. Tu vois comment tes mains cherchent quelque chose à faire, comment ta voix s'éteint ou s'accélère pour te justifier, comment ton esprit commence à passer en revue ce que tu as à faire, ce que tu aurais dû mieux faire. On t'entraîne, sans que tu le demandes, à t'identifier à l'insuffisance. Accepter des comparaisons destructrices, c'est signer un contrat invisible avec l'autocritique impitoyable. Chaque fois que tu permets à quelqu'un de te mesurer avec des critères que tu n'as pas choisis, tu renforces l'idée que ta valeur dépend d'une compétition imaginaire et éternelle. Ce n'est pas de l'humilité, c'est de l'abandon de soi. Personne n'a le droit d'utiliser les réussites des autres comme un fouet, ni de pointer tes délais ou tes manières comme des défauts, simplement parce qu'ils ne correspondent pas à leur scénario mental. La comparaison est une dette qui ne se règle jamais. Il y aura toujours quelqu'un de plus réussi, de plus obéissant, de plus rapide. Si tu tombes dans ce jeu, ton identité se dissout et devient une somme d'attentes que tu ne finis jamais de satisfaire. Phrase emblématique. Tu n'es la copie de personne, ni le brouillon d'une autre vie. Rejeter les comparaisons blessantes n'est pas de l'arrogance, c'est défendre le droit d'être toi-même avec tes rythmes, tes erreurs et tes réussites uniques. C'est poser une limite claire. Ne pas accepter que ta valeur soit un sujet de débat public, ni que ton identité soit négociée sur la table des attentes des autres. Protège-toi de ceux qui nomment les autres pour te faire sentir moins. Le respect de soi exige de lever des barrières invisibles face aux comparaisons. Tu regardes droit devant, tu soutiens ta voix, tu fais clairement comprendre que ton processus n'est pas ouvert à la compétition. Ce n'est qu'ainsi que tu reprends le contrôle sur ton histoire. Phrase emblématique. Te comparer, c'est te perdre. Ne négocie pas ta singularité. 9. Couper les liens avec la trahison constante. Il y a un moment où la trahison cesse d'être un choc et devient une routine. Comme si boire de l'eau contaminée tous les jours vous apprenez à ne pas remarquer le goût amer jusqu'à ce qu'un jour votre organisme ne supporte plus et s'effondre. C'est ainsi que fonctionne la tolérance à la déloyauté répétée. Ce n'est pas un accident, c'est une décision soutenue, une habitude qui vous déforme à chaque tromperie, chaque promesse rompue, chaque secret dans votre dos. L'auto-illusion ici est brutale. Vous vous convainquez que tout le monde échoue, que personne n'est parfait, que peut-être vous avez une part de responsabilité pour ne pas être à la hauteur.
Mais la vérité crue est que supporter la trahison, c'est prêter votre dignité au bourreau, laissant les autres abaisser votre valeur. Vous n'avez pas besoin de plus de preuves ni d'excuses. La trahison constante est une fracture dans le respect de soi, et chaque fois que vous la tolérez, vous vous habituez à vivre avec moins que ce que vous méritez. Cessez de négocier avec la déloyauté, car la trahison n'est jamais neutre. C'est une dette qui se paye avec de l'anxiété, de l'insomnie et ce sentiment d'insécurité qui vous accompagne partout. Justifier celui qui trahit, c'est s'entraîner à pardonner l'impardonnable, à se retrouver à chercher des excuses pour expliquer des actions que, si vous étiez le protagoniste, vous ne toléreriez jamais. C'est un entraînement pervers. Vous devenez expert dans la minimisation des dommages, dans la conviction que ce n'est pas si grave, dans le fait de soutenir des histoires à moitié, jusqu'à ce que votre seuil de douleur se transforme en une coquille vide. Couper les liens n'est pas de la cruauté, c'est de l'autodéfense. Et celui qui vous dit le contraire cherche seulement à vous maintenir enchaîné à la chaîne de l'abus. Ne confondez pas loyauté et servilité. Respecter celui qui vous trahit sans cesse n'est pas de la noblesse, c'est du masochisme émotionnel. Personne qui vous valorise vraiment ne va jouer avec votre confiance comme si c'était une pièce jetable. Le cercle vicieux de la trahison fonctionne ainsi. Aujourd'hui, vous pardonnez, demain vous doutez de vous-même, après-demain, vous vous résignez. Chaque cycle vous rend plus faible, plus dépendant du pardon des autres, plus insensible à votre propre douleur. Ici, il ne s'agit pas de comprendre le traître ni d'attendre des miracles de repentance. Il s'agit de couper, de mettre une réelle distance, sans discours ni scène, juste avec le froid de celui qui a compris que la dignité ne se négocie pas. Phrase emblématique. Vous tolérez la trahison, et vous disparaissez un peu chaque fois. Prenez la responsabilité de votre paix. Couper les liens avec la trahison constante n'est pas un service que vous rendez à l'autre, c'est une obligation envers vous-même. Le respect de soi exige des décisions inconfortables, pas des discours de compréhension éternelle. Si vous devez vous demander chaque semaine si vous pouvez faire confiance, vous avez déjà la réponse. Défendre votre identité est un acte radical. Cela se fait par des faits, pas par des explications. Il faut cesser d'avoir peur de la solitude, car la véritable solitude est de rester entouré de ceux qui vous vendent pour des miettes. Là où il y a trahison répétée, il ne reste que des débris d'estime de soi. Ne restez pas là. Votre valeur se démontre dans ce que vous choisissez de couper, pas dans ce que vous supportez. 10. Défends ton autonomie sans culpabilité. Personne ne te demandera la permission d'envahir ta vie si tu n'apprends pas à défendre ton autonomie. Il est inconfortable d'accepter que souvent tu remets le contrôle de tes décisions par peur de décevoir, par habitude de plaire, ou par cette loyauté mal comprise qui te fait sentir obligé de rendre des comptes à chaque pas que tu fais. Ce qui commence comme un geste de gentillesse ou d'adaptation finit par devenir une routine d'auto-annulation. Tu demandes avant d'agir, tu cherches l'approbation avant de choisir, et tu te surprends à céder des espaces que tu sentais auparavant comme les tiens. Le mécanisme est silencieux. Tu t'entraînes à justifier tes choix, à minimiser tes désirs, à demander pardon pour des besoins fondamentaux, juste pour éviter l'inconfort d'être jugé égoïste, distant ou froid. Ainsi, l'authenticité s'érode. Chaque fois que tu remets ton jugement pour plaire, tu renforces la croyance que le bien-être des autres est plus important que le tien. Défendre l'autonomie n'est pas un acte hostile. C'est le seul moyen de maintenir la dignité à long terme. La culpabilité est l'encre la plus lourde. Depuis petit, on te programme à te sentir mal si tu choisis différemment, si tu priorises tes objectifs, si tu dis non à ce qu'on attend de toi. Tu apprends à associer autonomie avec désamour, individualité avec rejet et liberté avec trahison. Le prix est élevé. Tu deviens expert en négociation avec toi-même, en étouffant tes intuitions, en acceptant les plans des autres comme s'ils étaient les tiens. Mais la véritable trahison est envers ta propre identité. Il y a une phrase iconique ici. La culpabilité des autres n'est pas ta dette. Tu n'as pas à porter l'insatisfaction ni les frustrations de ceux qui veulent te façonner à leur image. Tu n'es pas obligé d'expliquer chaque frontière que tu mets, ni de convaincre qui, que ce soit que ta vie t'appartient. Le conflit interne surgit
parce que tu crains le jugement, la solitude ou la perte d'affection, mais la paradoxe est que céder ton autonomie ne te garantit jamais une acceptation réelle. Cela te transforme simplement en une version éditée de toi-même, utile aux autres, mais étrangère à toi. Le respect de soi commence quand tu cesses de t'excuser d'être qui tu es et de décider ce dont tu as besoin. Tu n'as pas à devenir un mur, mais tu dois être quelqu'un qui reconnaît la valeur de sa parole et de son choix. L'autonomie n'est pas de l'arrogance, c'est de la connaissance de soi appliquée. Le simple acte de dire « Voici ce que je décide pour moi » est une déclaration d'indépendance émotionnelle qui désarme souvent ceux qui cherchent à te contrôler. Tu ne peux pas vivre en paix si chaque décision génère de la culpabilité. La véritable maturité est de comprendre que ton autonomie est un droit, pas un privilège que quelqu'un te concède. La défendre, même au prix de déranger les autres, est la plus grande démonstration de respect de soi. Phrase iconique. Autonomie sans culpabilité. Le bouclier invisible de la santé mentale. Ce que tu ne défends pas, tu le perds. Si ta vie devient une somme de concessions forcées, tu finis par être un spectateur de ta propre histoire. Choisir, maintenir et ne pas demander pardon pour cela. C'est là que commence la véritable liberté. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.